Bonjour Elsa, Bonjour Séverine. merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. On fait un enregistrement pour que les parents puissent écouter ces grandes questions extrêmement intéressantes et des questions de société sur l'influence des environnements sur nos enfants, nos bébés et nos plus grands. Et l'impact qu'on peut avoir justement sur les développements, l'impact positif et l'impact, on va dire, un peu plus problématique. Alors, vous êtes vraiment une pionnière dans le domaine et j'ai vraiment eu la chance de lire votre petit livre où vous nous faites vraiment rentrer dans votre monde d'orthophoniste et on vit vraiment à côté de vous, avec vous, votre parcours, vos réflexions et votre évolution sur ces questions de société. Et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment vous avez vu évoluer votre métier d'orthophoniste ces dernières années, puisque vraiment vous vous êtes intéressé sur ces questions depuis une bonne quinzaine d'années. Et également ce qui vous a poussé à créer et cofonder cette association Joue, pense et parle. Mais tout d'abord, merci beaucoup Séverine pour votre confiance. Je suis très honorée aussi de cet échange avec vous ce matin dans ce cadre eh bien, où on s'intéresse aux difficultés des enfants. Pour répondre à vos différentes questions, eh bien, donc effectivement, dans ce livre-là, je pars de mes constats de terrain. Donc, sachant que moi, j'ai choisi depuis toujours, j'ai su très jeune que je voulais faire ce métier, orthophoniste. C'est le métier qui m'a fait rêver et que j'ai eu la chance de pouvoir apprendre et exercer assez tôt d'ailleurs. Et donc, j'ai choisi de faire un métier de soins. Moi, j'ai choisi un métier où vraiment le langage, la communication, la personne, l'humain, et puis tout particulièrement l'enfant, c'est vraiment, j'allais dire, mon objet de travail au sens vraiment, l'importance, c'est tout mon travail, quoi. Tout l'enjeu de mon travail, il est dans ces points-là. Donc, j'ai regardé les enfants quand je reçois des enfants à mon cabinet, j'échange avec eux, je les vois, et depuis très longtemps, leur pose la question et je discute avec eux de euh, ce qui les nourrit en quelque sorte, c'est-à-dire que fait l'enfant de sa journée, de son temps libre, les mots qu'il entend, les échanges qu'il a, etc. Vous savez, bon, bah, maintenant, je commence à avancer en âge, mais quand j'étais à l'école d'orthophonie, on parlait de ce qu'on appelle le bain de langage. Hein, c'est-à-dire vraiment cette notion que euh, le langage ne se construit pas comme ça. Un jour, du jour au lendemain, hop, l'enfant entre à l'école maternelle, paf, il se met à parler, à faire des phrases. C'est bien sûr éminemment plus complexe et ça dépend beaucoup effectivement de ce que l'enfant a entendu, de comment on s'est adressé à lui, comment on s'est regardé et de finalement tous ces petits moments qui paraissent tellement anodins et qui sont pourtant la base, le fondement de ce qui fait de nous des êtres de parole, quoi, hein, de langage et de réflexion. Alors, dans ce quotidien d'orthophoniste, eh bien, ce que j'ai vu arriver, c'est une recrudescence de certains tableaux cliniques très inquiétants, à savoir des enfants jeunes, 3, 4 ans, 5 ans, sans langage. Et surtout, ce que j'ai vu évoluer dans mon métier, c'est que pendant longtemps, bien sûr, il y aura toujours une partie de la population qui développe des troubles, qui a un retard de langage, qui a un problème d'acquisition du langage écrit, qui a des troubles 10, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Bien évidemment que les enfants, dans la population, il y a toujours des gens qui ne se développent pas comme les autres. On le voit pour toutes les pathologies. Très bien. Je pose en préambule que jamais je ne me permettrai à moi toute seule de poser la cause d'une dyslexie ou d'une dysorthographie. Je n'en sais rien. Tout ça est très complexe et multifactoriel. Mais ce que j'ai vu dans mes constats cliniques, et qui sont des constats partagés par un certain nombre de mes consoeurs et confrères orthophonistes, c'est que donc, nous avons vu une recrudescence d'enfants qui non seulement avaient des problèmes de langage, mais avaient aussi des problèmes de communication au sens
des difficultés à s'adresser à l'autre, à considérer l'autre comme étant un partenaire de communication, hein, pour avoir un échange. Des enfants jeunes qui avaient des problèmes autour de l'oralité, des problèmes de bavage pendant très tardif, des problèmes d'alimentation, manger mixé pendant très longtemps, etc. Et comme nous échangeons au sein de nos cabinets, quand nous recevons des enfants, nous nous intéressons à leur vie quotidienne, eh bien, ce que nous avons vu évoluer dans l'environnement direct des enfants en 10-15 ans, c'est absolument vertigineux comme évolution. C'est l'hyperprésence des objets connectés, des écrans, des objets numériques. C'est ça que nous avons vu vraiment changer. Et je crois que nous le constatons en tant que professionnels. Nous nous sommes d'ailleurs rencontrés comme ça, c'est vrai, nous avons échangé à ce sujet puisque nous le voyons en tant que professionnels, mais je crois que tout un chacun en fait le constat dans sa vie de simple citoyen, dans la rue, dans les transports, etc. L'hyperprésence de ces objets qui se sont invités au cœur même du lien parent-enfant très précoce, il me semble que ça pose ça pose en tout cas beaucoup de questions. Donc, le constat que j'ai fait en tant qu'orthophoniste, c'est qu'en tout cas, quelque chose malmène les échanges, le nombre de mots échangés, les regards échangés, et que tout ça a un impact sur les enfants. Pour répondre à votre deuxième question, pourquoi j'ai ressenti le besoin de cofonder, alors au départ, Joue, pense, parle, c'était un groupe de réflexion parce que nous avons ressenti un tel malaise en tant que professionnels de voir ce que nous voyons, c'est-à-dire des tableaux d'enfants qui se succédaient et une explosion des demandes dans nos cabinets d'orthophonie, et bien que nous nous sommes posé la question, nous nous sommes dit, mais en gros, au départ, c'était en 2011, nous nous sommes dit, mais que se passe-t-il? Nous avons eu le besoin d'y réfléchir ensemble. Et puis, ben, je crois qu'on en parlera plus tard, il y a eu toute une évolution. Joue, pense, parle est devenue une association, peut-être nous en parlerons plus tard. Mais la genèse, le départ, c'est vraiment un malaise, enfin quelque chose vraiment de fort, hein. Moi, je dis souvent, ça n'avait plus de sens pour moi, j'étais en perte de sens de mon métier si je n'allais pas à l'extérieur porter un certain nombre de messages de prévention primaire aux parents, puisque les parents que je voyais arriver à mon cabinet n'avaient pas vraiment conscience des choses, de comment un enfant apprend à parler, de ce qui malmène toute cette construction quotidienne. Et donc, j'ai eu vraiment besoin finalement d'aller sur le terrain, mener des actions de prévention primaire. Prévention primaire, ça veut dire délivrer des messages de prévention dans la tranche d'âge 0-3 ans, pendant que les choses sont en train de se construire. C'est vrai, vous savez bien que 0-3 ans, c'est le plein boom des connexions neuronales. Oui, Et que, on va en parler. voilà, hein, on en parlera après. Alors c'est vrai que de manière très complémentaire, alors la psychologue spécialisée en neuropsychologie que je suis également un petit peu dans le même constat que vous, mais avec alors pas le même regard évidemment, puisque on travaille dans la boîte noire avec d'autres dominantes. Vous parlez beaucoup c'est votre dominante, le langage et la communication, mais c'est vrai que moi, alors de manière plus proche, on va dire, depuis 5-6 ans, j'ai vraiment une vraie constatation en tant que neuropsychologue sur l'impact, on va dire, des enfants, quelque chose effectivement qui est assez dérangeant sur les notions de concentration, d'attention de manière générale, mais aussi de mémoire. Beaucoup d'enfants qui ont, on va dire, des difficultés de réception et de maintien d'informations. Mais je dirais que c'est même cette difficulté à engager un effort et de le maintenir dans le temps qui est vraiment difficile pour les jeunes. Alors, on va dire une tranche d'âge qui est un peu plus grande que votre population à vous, mais à partir de 8 ans jusqu'à 15 ans,
on voit vraiment une nouvelle génération, en tout cas moi c'est mon propre constat et ça n'engage que moi, d'enfants qui présentent cette difficulté-là à générer un effort, avoir à gérer aussi les frustrations, et puis ce côté hyper-vigilance à tout et finalement à rien, avec de grandes difficultés à être finalement dans l'ennui. 2 minutes dans une salle d'attente sans rien faire, mais c'est la fin du monde, Madame Lambert, c'est pas possible de s'ennuyer. Et c'est vrai que ça, moi je trouve que ça a vraiment des conséquences assez importantes sur la concentration de nos jeunes. Et puis cette difficulté à aussi manipuler les informations. Alors, c'est vrai que ce qu'on sait aussi, c'est qu'on voit apparaître l'ordinateur ou les écrans ou simplement la télé. Tous ces supports-là étaient, on va dire, des supports essentiellement à vocation de rester dans le cadre, on va dire, professionnel. Et on l'a vu arriver depuis un certain nombre d'années, migrer sur nos foyers. Et il y a une étude récente qui nous indique qu'on a tout confondu, énormément d'écrans, 6 écrans par foyer en moyenne. Donc, c'est vrai que moi, enfin, vous allez nous expliquer, ça, pour vous, c'est extrêmement important. Je sais pour vous qu'il ne faut pas généraliser sur cette notion d'écran, et on va le voir justement que c'est ce que j'indique ici sur la diapo. Hein, c'est pas vraiment l'écran qui est embêtant. Hein, c'est ce qu'on fait pas pendant qu'on est sur les écrans. Mais vous alertez, voilà, sur cette question qui a vraiment une vraie urgence de santé publique à ce niveau-là, en tout cas, de nos constats. Tout à fait. Alors, ce que je voudrais juste préciser, alors déjà, je rencontre aussi des enfants plus grands et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il y a des études qui sont claires là-dessus. La surconsommation d'écran induit un trouble de l'attention parce que c'est une surstimulation neuronale. Donc, de toute façon, notre cerveau n'a pas tellement changé depuis Néandertal, il me semble pouvoir dire ça, et de toute façon, nous n'avons pas été construits pour supporter autant de stimulation neuronale. Donc déjà, ça c'est une chose parce que effectivement, l'écran pose quand même problème dans la manière dont il est consommé aujourd'hui, puisqu'on sait par exemple que dans la tranche d'âge de 4 ans, c'est 2h45 par jour en moyenne, c'est-à-dire que finalement, l'ensemble des Français, des enfants français sont en situation de surconsommation. Ça pose aussi problème parce qu'on sait que le contenu qui est consommé, c'est un petit peu comme la malbouffe, c'est du contenu de mauvaise qualité. Parce que les enfants ne regardent pas en boucle des documentaires, ne font pas des recherches, ils n'ont pas un parent à côté d'eux pour étayer, pour parler du contenu, pour regarder, je ne sais pas, du jeu vidéo de qualité qui a été fait par des infographistes voilà, qui font des choses de qualité parce qu'il y a bien sûr de la qualité dans ces contenus, mais majoritairement, ce qui est consommé à 98% par les jeunes aujourd'hui, tous âges confondus, depuis petit jusqu'à adulte, eh bien, c'est des choses de mauvaise qualité que nous connaissons tous, des programmes qui ont pour but de vendre des choses, du divertissement, hein, c'est utilisé comme ça. Donc, en cela, ça pose un problème parce que on sait que cette surstimulation en fait neuronale, eh bien, ne convient pas au cerveau. En fait, à la fois, il en raffole parce que vous savez comme moi que le cerveau est quand même un peu quelque part paresseux et attiré par la facilité dans une forme de réflexe. Nous avons des enfants. Moi, je pose l'hypothèse que ce constat que vous faites, Séverine, à votre cabinet, pour ce que vous décrivez, vous vous rendez compte, c'est fort parce que vous dites tout à l'heure, ce sont juste mes constats de terrain, etc. Ben oui, mais ce sont des constats qui sont étayés par quelqu'un qui est psychologue, qui a fait une thèse, qui sait se poser des questions et qui sait regarder l'enfant avec un regard professionnel. Vous allez jusqu'à parler de nouvelles générations avec des troubles de l'attention. Eh bien oui, je crois que nous avons là des enfants qui sont en train de stimuler des sortes de réflexes. Quand vous dites une hypervigilance, moi je crois que nous avons des enfants qui ne sortent pas de ce qu'on appelle le réflexe recherche-orientation, qu'on a quand on est par exemple bébé, parce que l'attention est un processus qui se construit
jour après jour depuis qu'on est petit. Et je crois que ça, c'est un message, par exemple, dont les parents n'ont absolument pas conscience. Et ce que vous décrivez comme cette perte de la notion d'effort, eh bien oui, parce que ça se construit depuis le premier jour de sa vie. Numéro un, ça se construit parce que on fait attention au bébé, parce que l'attention, elle va d'abord de l'adulte vers l'enfant. Or, nous voyons bien qu'aujourd'hui, c'est malmené par l'hyperprésence des écrans, les notifications, la consommation des écrans par les adultes eux-mêmes. Attention, qui sont dans ce monde-là. Puisque vous avez lu le livre, vous voyez que ce que je dis, moi, je me situe du côté des parents. Tout à fait. Vous avez énormément de bienveillance toujours vis-à-vis des parents, sans trop les stigmatiser. Finalement, on subit quelque part, tous. Absolument. Ils sont dans ce monde-là, les parents. Essayez donc, en plus en ce moment avec le confinement, le travail, le télétravail, etc., essayez donc d'échapper à ça. C'est plus possible. Donc, c'est pourquoi nous essayons, on en parlera plus tard, mais de faire exister des îlots d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Voilà. Donc, l'attention, vraiment, c'est un point fondamental sur lequel je veux insister. Et d'ailleurs, voilà, vous allez nous donner un étayage là-dessus, sur l'impact sur le cerveau. Mais l'attention dite endogène, c'est-à-dire celle dont je suis à l'initiative, c'est celle qu'il faut pour faire tout apprentissage dans la vie, que ce soit la lecture, que ce soit les apprentissages scolaires, que ce soit même apprendre le karaté ou je ne sais pas n'importe quel sport. Quand on parle d'apprentissage, il faut avoir construit une attention dite endogène. C'est celle qui suppose un effort. Et ça, eh bien, ça se construit. On n'est pas, quand on est, du verbe naître, on n'est pas encore doté de cette attention-là. Il suffit de regarder un bébé. Un bébé n'a qu'une attention dite exogène, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extérieur à lui qui va venir le stimuler, qui va venir le faire se tourner et tout ça. Et il va falloir que, en gros, sur ces 5-6 premières années de vie, l'enfant construise son processus attentionnel. Nous savons bien que, par exemple, 15 minutes de télévision dite récréative le matin au petit déjeuner, c'est-à-dire le moment où le cerveau est reposé, où la batterie, si on compare ça à une batterie, le processus attentionnel, on va dire que c'est une batterie, eh bien, ça se recharge pendant le sommeil. Premièrement, ça, c'est quand même le problème de santé majoritaire qu'on a aujourd'hui. Souvent, à cause des écrans, les gens dorment de moins en moins. Donc, ça touche aussi à l'attention. Si vous touchez au sommeil, vous touchez au processus attentionnel. Et si bien, nous avons un enfant qui se lève, qui est peut-être encore un peu endormi, mais quand même dont la batterie de l'attention s'est rechargée pendant la nuit, vous le mettez 15 minutes devant la télé récréative le matin avant d'aller à l'école, ça suffit à perturber son système attentionnel pour minimum la matinée. Voilà. Donc, c'est ça qui se passe. Et si vous touchez aux apprentissages. Alors, je sais qu'il y a... Oui. Je sais qu'il y a aussi d'autres études par rapport à ça. Ces notions-là sont très importantes à faire passer auprès des familles. On sait que les tout petits ou les jeunes enfants entre 3 et 5 ans, c'est la période où le cerveau est totalement en plein développement. C'est à ce moment-là que les structurations, on va le voir avec cette étude-là, est en plein essor. C'est vraiment une structuration cérébrale extrêmement intense et qui doit se structurer. C'est pour ça que cette notion du neurodéveloppement est quand même assez intéressante. Alors, est-ce qu'on génère quelque chose d'acquis ou en parallèle où on se dit c'est un peu pré-inné parce que c'est au stade même des premiers temps de vie, puisque le bébé, même très petit, à 6 mois, peut être déjà ultra connecté et stimulé par plein d'autres choses que le langage et l'échange avec ses parents. On sait que les enfants qui sont dès le matin comme ça, alimentés par un écran, par des dessins animés, etc., ont 3 fois plus de chances de développer un retard de langage. Ça, c'est important aussi de le dire. C'est même 6 fois plus de risque de développer un trouble du langage si le parent n'échange pas du tout avec lui pendant ce temps-là. C'est la thèse de médecine de Manon Collet, qui a été reprise par Santé publique France. Exactement, on a les mêmes références.
Voilà, mais c'était très intéressant parce que ça a permis de démocratiser un petit peu les choses et de donner corps. Hein, cette étude a donné corps, voilà, à quelque chose que les orthophonistes remarquaient. Vous voyez, puisque forcément, on est en première ligne, hein, sur le langage. Mais oui, oui, c'est très important de faire passer ces messages. Et je voudrais dire, parce que la thématique de la journée telle que vous l'avez définie, Séverine, hein, c'est que jamais on ne culpabilisera les parents en disant, bah voilà, c'est de votre faute, vous pouviez faire autrement, vous avez un enfant qui a un trouble des apprentissages, c'est de votre faute, il y a eu trop d'écran. C'est éminemment plus complexe. Hein. Je crois que la force de ce que vous faites aujourd'hui, c'est de pouvoir envisager ce facteur environnemental a son importance, parce que une fois que vous recevez, vous, Séverine, ou moi, orthophoniste, l'enfant qui a 8 ans, qui est dans une souffrance, et sa famille aussi, bon, bah nous, les causes, voilà, c'est comme ça, on prend l'enfant tel qu'il est aujourd'hui. Mais pour tout enfant, et surtout un enfant 10, je crois qu'il faut le dire, qui est particulièrement une fragilité pour apprendre, pour retenir, on voit bien à quel point c'est coûteux en effort pour ces enfants-là, eh bien, il faut faire passer aussi ce message justement de grande prudence avec les écrans, parce que attention à l'épuisement du processus attentionnel dont ils ont peut-être même encore plus besoin que dont ils ont plus besoin que les autres peut-être même, hein, puisque c'est tellement coûteux cette tâche pour eux. Hein. Donc, et puis pour les autres parents, ceux même qui nous écouteraient avec des enfants en bas âge et tout ça, alors là on en profite pour faire passer un message de prévention, hein, à fond. Alors justement, on va en parler. Je vous ai préparé justement un petit support pour illustrer une étude, enfin plusieurs études de John Hutton qui justement fait cette espèce de parallèle, une étude assez intéressante entre l'impact de la lecture et des écrans. Et il a utilisé, vous voyez, c'est une illustration d'images d'IRM qu'on appelle d'imagerie de tenseur, du tenseur de diffusion, qui là, contrairement à d'autres images que vous pouvez voir en gris où on voit la matière grise, ici on a une illustration de la substance blanche, la matière blanche dans le cerveau, qui est vraiment un réseau, on va dire, de fibres et qui illustre, on va dire, globalement les circuits qu'on peut avoir de diffusion dans le traitement de l'information. Et les études qu'il fait, alors il en a eu une avec 47 enfants et puis une autre un peu plus récente avec un peu plus d'enfants, où justement, alors ce sont des enfants en bonne santé, hein, c'est important de le signaler, et c'est un groupe d'âge justement entre 3 ans et 5 ans. Et qu'est-ce qu'il nous met, alors pourquoi justement cette classe d'âge, pourquoi c'est intéressant de l'étudier? Parce que c'est justement au cours des 5 premières années de la vie que le cerveau se développe le plus rapidement. Donc il est bombardé forcément et il va se structurer en fonction des stimulations qu'il peut avoir. Et donc lui, ce qu'il a voulu mettre en évidence, donc vous voyez en haut, vous avez l'illustration des enfants, donc en rouge, des enfants qui ont bénéficié de l'écoute d'histoires ou pour lesquelles les parents lisaient des histoires. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a une croissance en fait de la substance blanche qui, si vous regardez bien sur les images, est globalement assez organisée. Vous voyez, hein, sur les zones. Alors, intéressant, hein, sur les zones justement du langage, de l'alphabétisation, et puis ça migre aussi vers d'autres structures qui sont extrêmement importantes comme les fonctions exécutives justement sur des zones un peu plus frontales. Et donc ces zones-là, il le défend aussi assez ouvertement, sont quand même des zones qui vont soutenir l'apprentissage à l'école. Okay, et puis en dessous, vous avez donc là l'organisation d'un cerveau d'enfants qui ont en moyenne, passent en moyenne 2 heures par jour à jouer sur les écrans. Et là, qu'est-ce qu'on remarque sur les zones bleues? C'est qu'on voit vraiment une désorganisation, un sous-développement en fait des structures, des fibres,
Et ça reste assez massif. Vous voyez, c'est très désorganisé. Alors, j'aime beaucoup parler de câblage. Moi, quand je parle du neurodéveloppement, je parle de câblage. Et on voit que justement, ce sont les mêmes zones qui sont extrêmement importantes pour les apprentissages. Et on remarque que c'est globalement très désorganisé. OK? Donc ça, c'est toujours intéressant parce qu'on voit qu'en fonction de notre environnement et les environnements et la stimulation que les enfants pourront bénéficier, on va voir qu'on a un vrai impact des connexions entre les neurones qui sont d'un côté extrêmement renforcés et structurés et de l'autre quelque chose d'assez diffus, puisque quand je regarde la télé, quand je joue à un jeu, je reste quand même globalement assez passif, mais je suis, on va dire, gavée d'informations, mine de rien. Informations visuelles, informations auditives, il suffit que je clique, donc j'ai un peu de motricité, donc tout le cerveau s'engage, mais au final, il ne se structure pas. Et je trouve toujours très intéressant ces petites études très simples pour montrer finalement en live quasiment ce que c'est que du neurodéveloppement finalement. Après, nos questions, c'est savoir est-ce que ça perdure? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Alors, je serais intéressée d'avoir votre retour là-dessus, mais je voulais aussi montrer en parallèle sur un côté un peu plus, des questions un peu plus psychosociales, là, pour le coup, avec des enfants beaucoup plus grands. Hein. La première partie, c'est avant 5 ans. Et puis la partie à droite, là, c'est une petite illustration, une petite étude aussi qui a été faite par Fine en 2013 et qui montre justement à partir d'outils qui sont des questionnaires sur la notion de bien-être chez les enfants. Et qu'est-ce qu'on remarque? Vous voyez ici, on a l'illustration du nombre d'heures passées devant les écrans, donc inférieur à 3 ans à gauche sur les graphiques, et plus on avance sur le graphique, et plus l'enfant passe du temps sur les écrans. Et on voit une dégringolade totalement sur le calcul de ces notions d'impression de bien-être chez les enfants. Alors, sur le côté psychologique, l'estime de soi, son interaction avec les autres, même son impression directe ou indirecte sur comment il est comme élève. Et donc, on voit vraiment que globalement, que ce soit fille ou garçon, on a vraiment une vraie dégradation plus le temps passé sur les écrans est important. Est-ce que vous pouvez nous dire justement, vous, Elsa, par rapport à votre expérience, vous parlez souvent, vous avez l'impression qu'on a affaire à des enfants qui ont des retards globaux. Qu'est-ce que vous constatez? Puis surtout, avec votre expérience d'orthophoniste, est-ce que vous arrivez finalement à récupérer les choses? Bon, alors ça, c'est une vaste question, très anxiogène pour les parents. Donc, il faut vraiment déjà rappeler qu'il me semble que chez nous, les humains, il y a des fortes... Ce qui nous rend humains, ce qui fait de notre propre d'humain, pardon, c'est d'être singulier, c'est d'être non prédictible et d'être non remplaçables les uns par les autres. C'est-à-dire que chaque histoire est différente, chaque famille est différente, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, je fais un métier de la rééducation. J'espère bien pouvoir aider les enfants et de pouvoir améliorer les choses. Mais je vous avoue que, alors moi, je suis une clinicienne, donc attention, ce que je dis n'est pas la loi, je n'ai pas de prétention de recherche scientifique, etc. Bien sûr que je me cultive et bien sûr que je lis les études quand je peux, etc. Et que souvent, bien, ça va dans le sens de ce que nous constatons. Sauf que nous l'avons constaté, c'est toujours comme ça en médecine. Les constats de terrain précèdent les études scientifiques. Il faut à peu près 20 ans pour montrer les choses par une étude. On l'a vu pour le tabac, on l'a vu pour le sucre. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ce que nous constatons sur le terrain est en train d'être montré par les études. Mais pour répondre à votre question, nous voyons effectivement chez les enfants très jeunes des redémarrages.
à partir du moment où on baisse drastiquement le temps d'écran. Un enfant qui a été surexposé aux écrans à 3 ans, pour qui, eh bien, on revoit toute, on va dire, l'hygiène de vie, hein, parce que là, ça Oui, va c'est faire ça. une belle transition avec l'association, parce que nous nous intéressons, il faut regarder globalement un enfant. Un enfant, ça n'est pas un cerveau, un enfant, ça n'est pas un résultat de test, un enfant, c'est un enfant, il faut se battre pour l'enfance en général. Nous venons du soin, nous, bien sûr que nous essayons de restaurer des capacités ou, pour répondre aussi à votre question, Séverine, parfois, eh bien, nous créons des voies de compensation et ça, c'est triste parce que ça veut dire qu'il y a, dans un certain nombre de cas, chez certains enfants, eh bien, vous l'avez montré, hein, des structures qui, on le pense, sont abîmées sur le long terme. En tout cas, on ne saura pas ce que cet enfant serait devenu s'il n'avait pas été exposé aussi massivement. Mais on l'a pour, j'allais dire, toutes les causes environnementales. Hein.